Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un genre littéraire qui est vraiment fascinant, l'autobiographie post-coloniale. Pensez-y un instant. Comment on fait pour raconter sa propre histoire, son identité, mais en utilisant la langue de ceux qui ont colonisé son peuple? C'est tout un défi et c'est vraiment le cœur de ce qu'on va explorer ensemble. Alors pour nous guider là-dedans, on va s'acculer sur un recueil super important qui s'appelle Postcolonialisme et autobiographie. C'est vraiment une mine d'or de réflexion là-dessus, ça va être notre point de référence pour décortiquer ce genre littéraire. OK, allons-y. Le défi, le vrai nœud du problème pour ces écrivains-là, c'est ça. Comment se définir, comment parler de soi, quand les outils qu'on a, la langue, les concepts, sont ceux de la culture qui a dominé la sienne. C'est un conflit intérieur immense, vraiment. Mais pour bien saisir l'ampleur de tout ça, il faut retourner un peu en arrière. D'où ça vient ce besoin presque urgent de se raconter? Et pourquoi est-ce que ça apparaît de façon si intense à ce moment précis de l'histoire? La réponse, c'est que ça ne sort pas de nulle part. Ça émerge d'un moment historique super important, la décolonisation. Tout d'un coup, des écrivains de pays qui venaient d'obtenir leur indépendance ont senti cette urgence de parler, de se définir eux-mêmes, pour la première fois selon leurs propres termes sur la scène mondiale. Et là, il faut comprendre que l'autobiographie, dans ce contexte-là, c'est pas juste un journal intime. Non, non. Ça devient un geste politique, un acte fondateur. En racontant leur histoire personnelle, ces auteurs-là ne faisaient pas que construire leur propre identité. Ils posaient les bases de littérature nationale complètement nouvelle. Mais attention, faut pas tout mélanger. Ce genre-là, il n'est pas comme les autres formes d'écriture sur soi. Il a vraiment des caractéristiques bien à lui qui le rendent absolument unique. Par exemple, on pourrait facilement la confondre avec l'autobiographie postmoderne, qu'elle elle aussi aime bien jouer avec un moi fragmenté. Mais la différence, elle est cruciale. Le postmodernisme, disons que c'est un peu un jeu philosophique, alors que dans le postcolonialisme, si le moi est fragmenté, c'est par nécessité. C'est le résultat direct du poids de l'histoire coloniale. Donc, c'est clair, les auteurs postcoloniaux n'ont pas juste imité ce qui se faisait en Occident, pas du tout. Leur façon d'écrire, leur style, ça s'est développé de façon autonome. C'était une réponse directe à leur réalité, à ce besoin constant de négocier une identité qui est prise en deux mondes. Bon, maintenant, regardons comment ils font ça concrètement. C'est quoi les outils, les techniques que ces écrivains utilisent pour nous montrer cette identité complexe, souvent pleine de contradictions? Comment ils mettent ça en scène, ce conflit intérieur? Au premier coup d'œil, ça peut faire penser au modernisme. On retrouve des choses comme la fragmentation, le collage, l'idée d'une identité multiple. Sauf que, et c'est ça la clé, ces choix ne sont pas juste esthétiques. Ce n'est pas pour faire beau. C'est le reflet direct d'une expérience de vie qui a été brisée, fracturée par l'histoire. Et au centre de tout ça, il y a un concept super important, le métissage. Et le métissage, ici, c'est beaucoup plus qu'un simple mélange de cultures. C'est la condition même de l'existence postcoloniale. L'identité, ce n'est pas A ou B. C'est cet entre-deux permanent, un brassage constant, une négociation qui n'arrête jamais. OK, ça peut sembler un peu abstrait tout ça. Mais en réalité, c'est ancré dans des histoires bien réelles, bien concrètes. Et ça ne se manifeste pas de la même façon partout. Regardons ça de plus près. Prenons deux exemples, le Maghreb et les Antilles. Au Maghreb, on parle de peuples qui ont été colonisés chez eux, sur leur propre terre. Leur quête, c'est souvent de se reconnecter avec une culture, une histoire qui a été supprimée, étouffée. Aux Antilles, c'est complètement différent. C'est l'histoire de peuples qui ont été arrachés à leur terre, déracinés par l'esclavage, et qui ont dû se créer une nouvelle culture, une culture hybride à partir des morceaux qui restaient. On voit bien que l'histoire, ce n'est pas juste un arrière-plan. C'est une force active qui modèle l'identité et surtout la façon de la raconter. On ne raconte pas son histoire de la même manière si on essaie de retrouver une mémoire perdue ou si on doit en bâtir une nouvelle à partir de zéro. Et toute cette exploration de l'identité, ça a eu un effet un peu inattendu. Ça n'a pas seulement changé la littérature elle-même, ça a aussi changé la façon dont les critiques l'analysent. J'aime beaucoup cette citation du photographe Richard Avedon. Toutes les photos sont exactes, aucune d'entre elles n'est la vérité. C'est une analogie parfaite. Ça nous rappelle que n'importe quel portrait, que ce soit une photo ou des mots, c'est toujours une construction. Ça capte un instant, un point de vue, mais jamais, jamais la vérité complète. Et ce qu'Avedon disait pour ses photos, ça marche pile poil pour l'autobiographie. L'auteur se met en scène. Il choisit ce qu'il va montrer, ce qu'il va cacher. Le récit de sa vie, ça devient une sorte de fiction contrôlée, un théâtre silencieux où l'auteur dialogue avec son propre passé. Et cette idée-là,
elle a fait son chemin, à tel point que les critiques littéraires eux-mêmes ont commencé à faire la même chose. Ils ont réalisé que pour bien analyser ces textes qui parlent d'identité, il fallait aussi qu'ils réfléchissent à leur propre position, à leur propre histoire personnelle. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître toute une vague d'universitaires très connus qui ont publié leurs propres mémoires. Les lignes entre la critique et la création sont devenues de plus en plus floues. L'analyse littéraire, soudainement, devenait aussi une affaire personnelle. Pourquoi ce virage? En fait, la raison est assez profonde. On vit dans un monde où les identités sont de plus en plus mondialisées, transnationales. C'est devenu presque impossible de séparer la grande théorie de l'expérience personnelle, du vécu. Raconter sa propre histoire, c'est devenu une manière de trouver un sens dans un monde de plus en plus complexe. Finalement, tout ça nous ramène à une idée assez vertigineuse. Si chaque histoire de vie qu'on lit, ou même qu'on se raconte à soi-même, est une construction, eh bien ça nous amène à réfléchir à l'histoire que l'on choisit de bâtir sur soi-même. La question n'est plus seulement « qui suis-je ?», mais aussi « quelle histoire suis-je en train de construire ?»